Salut les investisseurs, dans cette vidéo, je vais mettre à jour le suivi de mon portefeuille Stock Picking. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec cette mise à jour du portefeuille. Donc, comme je le rappelle ici, dans cette série d'articles, donc cet article vous pouvez le retrouver sur le Substack, le lien se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Je vais mettre à jour, donc faire le suivi de mes titres vifs détenus dans le portefeuille Stock Picking. Donc je les détiens dans un PEA et un PEA PME pour ce qui est de IDI, même si certains titres comme Ruby et Vika, voire même Morel et Prom si je ne me trompe pas, pourraient être un PEA PME. Alors pour chacun de ces titres, sur le blog vous retrouverez la thèse détaillée, la thèse d'investissement, donc je vais la rappeler brièvement dans l'article pour chaque titre. Et avant de rentrer dans le détail de chaque titre, je vous montre la répartition du portefeuille. Si vous regardez la vidéo précédente, donc de janvier, vous allez remarquer que les pondérations ont pas mal changé, surtout pour ce qui est de Pernod Ricard et de Téléperformance. Sur Pernod Ricard, je vais continuer à fortement m'alléger, j'ai plus qu'une micro-ligne maintenant, là, 1,1%. Téléperformance est repassé première ligne du portefeuille, puisque d'une part je suis pas mal renforcé, mais en plus il y a eu un net rebond qui s'est observé depuis la fin janvier. On continue avec le détail du portefeuille. Donc ici, je rappelle que ce portefeuille est très concentré, relativement. Donc c'est la poche Stock Picking de mon portefeuille global, qui est constitué d'ETF et de crypto-monnaies. Vous pouvez télécharger d'ailleurs le portefeuille complet via le commentaire épinglé, donc le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. Donc l'idée, comme je fais du stock picking et que par ailleurs je suis diversifié via des ETF, dans ce portefeuille stock picking, je m'autorise à être concentré, quitte à faire des erreurs et à subir des erreurs dans la poche stock picking, notamment là je mettrai dans la case erreur Pernod Ricard. Pendant un moment je mettais Téléperformance en case erreur, mais en réalité elle s'est bien reprise depuis, donc c'est pas forcément une erreur, c'était plutôt un coup d'opportunité en attendant que ça rebondisse. Et je vais rentrer maintenant dans le détail de chaque ligne. On va commencer par Pernod Ricard. Donc je rappelle rapidement la thèse d'investissement. Donc on était sur une forte croissance après la pandémie. Ensuite on a eu une normalisation brutale du secteur en fait. Donc en 2023-2024, forte inflation, les ventes ont chuté lourdement, il y a eu beaucoup de déstockage, et depuis on n'en finit plus de déstocker et on n'arrive toujours pas à rebondir sur le secteur. Donc timing défavorable sur cette industrie au global et plus spécifiquement sur Pernod Ricard. Donc l'idée c'était que Pernod Ricard puisse prendre le dessus sur Diageo puisqu'ils sont respectivement numéro 2 et 1 du marché. Bon, ce que j'ai fait sur le mois de février, c'est que j'ai allégé fortement ma position. Donc vous retrouvez la vidéo de l'analyse des résultats de Diageo, mais les résultats de Diageo ont été décevants. Ils ont arrêté de donner des perspectives pour l'année fiscale en cours et pour les années suivantes. Donc là ils sont plutôt en mode navigation à vue. Pour Pernod Ricard, dans la foulée de la publication de Diageo, ils ont avancé la présentation de leurs résultats pour dire que eux aussi ils repoussaient d'un an leur objectif de croissance. Donc là je garde qu'une position, on va dire, d'observation sur Pernod Ricard pour continuer à suivre l'industrie. Mais le problème sur tous les acteurs, enfin surtout sur Diageo et Pernod Ricard, même sur Campari par exemple, la dette est importante et trop importante pour l'instant, donc il va falloir céder les actifs, je pense, et couper les dividendes pour que ça redevienne intéressant. Donc moi, un signal de retour sur Pernod Ricard, ou en tout cas au moment auquel je songerai peut-être à m'enforcer, c'est quand ils couperont le dividende pour commencer à rembourser la dette. Là, peut-être qu'on pourra penser à un rebond. Sur Brown-Forman, qui est l'acteur américain, un des acteurs américains, notamment avec Jack Daniels, on aura les résultats le 5 mars. Donc on a vu des résultats qui étaient plutôt corrects au Q3 calendaire 2024, mais on va voir ce que ça donne. Et on va voir Beckley, donc ça c'est le géant mexicain de la tequila, qui avait fait état, si je me souviens bien, de résultats plutôt médiocres sur le troisième trimestre calendaire. Donc ça c'est à suivre. Pour l'instant, donc du coup, je mets pas d'horizon d'objectif. Enfin, je mets un objectif de cours, mais 210 €, mais ça veut rien dire parce que l'horizon, pour moi, il peut être très très long. Hein. Ça peut être 3 à 5 ans, sans problème, le temps que le secteur se reprenne.
On continue avec Morel et Prom. Donc là, c'est, vous le savez, c'est un acteur de l'aval, de l'amont pétrolier, avec donc l'exploration et de la production de gaz et de pétrole dans des zones plutôt un peu à risque dans le sens géopolitique, en Afrique, au Venezuela. L'idée c'est le pétrole c'est quand même très très rentable. Comme on est sur des zones qui sont à risque, les multiples de l'entreprise sont très dépréciés par le marché, mais en fait tant que les cours du pétrole se stabilise au niveau actuel, et ben, on aura une forte génération de free cash flow, et donc ça fera monter la valorisation du titre, même si on n'a pas d'augmentation du multiple qui est très très bas. Donc c'est ce qui s'est observé sur le mois de janvier. On a bien monté, et puis moi je continue à maintenir ma position parce que en fait on a eu la publication du chiffre d'affaires annuel. On attend les résultats en mars, mais sur le chiffre d'affaires annuel on avait une croissance. Alors il y avait une croissance organique, mais aussi une croissance via des acquisitions qui était en hausse. Donc les volumes produits sont en hausse et le groupe s'est complètement désendetté. Donc trésorerie nette positive, un ratio qui est franchement pas très élevé de prix sur free cash flow, qui a 7,5. Donc à l'heure actuelle on est pile sur la médiane. Donc pas de décote ou de surcote par rapport à l'historique, mais en termes absolus c'est quand même bas. Des acteurs plus gros se traitent quand même à 10 fois le free cash flow médian. Donc, et en plus, il y a un ratio valeur entreprise sur EBITDA qui est décoté de 50%. En médiane, il était à 4. À l'heure actuelle, on a 2 fois la valeur entreprise sur EBITDA, ce qui est vraiment très 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 bas. Donc, on pourrait augmenter, si la conversion de d'EBITDA en free cash flow s'améliore, eh bien, on va pouvoir améliorer la métrique de price sur free cash flow. Donc, résultat à suivre le 6 mars. Moi, je suis confiant sur l'objectif à 7,50€ avec un horizon 12-18 mois, mais même 12 mois, je pense, hein, puisque, en fait, production en hausse, le cours se maintient à un niveau tout à fait convenable pour Morel et Prom, il n'y a pas de dette, donc ils peuvent même faire des acquisitions à droite à gauche pour améliorer leur production, leur volume, leur chiffre d'affaires, etc. Donc, Morel et Prom, confiant, toujours, je conserve. Morel Construct, donc là, c'est mon investissement plutôt multi-bagger, un des investissements multi-bagger du portefeuille. Donc, je le rappelle, la thèse d'investissement, c'est une entreprise belge du secteur de la construction de l'ingénierie, mais elle a très peu d'actifs, elle est asset light, on va dire, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils collectent les avances de contrat auprès de leurs clients pour ensuite décaisser au fur et à mesure de la réalisation du projet la trésorerie qui était collectée, mais cette trésorerie en attendant ils la placent sur les marchés et donc ils peuvent générer un résultat financier, des intérêts, des résultats d'investissement qui viennent améliorer les résultats. Donc on a un ROE, donc return on equity, rendement des fonds propres de 25% sur certaines années, avec du cash net au bilan. Donc théoriquement, le cours de l'action devrait monter de 25% par an à multiples constants. Donc c'est pas mal. On est sur une action qui a un peu baissé quand même depuis le début de l'année, mais en février ça s'est repris un petit peu. On a la publication des résultats en mars. Moi, je suis toujours confiant sur Morel Construct, même si le chiffre d'affaires va peut-être un peu, il va ralentir un peu, la croissance du chiffre d'affaires va un peu ralentir, parce que bien en Europe on est un peu sinistré quand même au niveau de la construction, mais comme ils ont des commandes publiques, ça leur permet aussi de diversifier leurs clients, et si le secteur privé est en ralentissement, la commande publique ne l'est pas forcément, donc ça permet quand même de faire croître leur chiffre d'affaires. Morel Construct, toujours confiant sur le dossier. Jacquet Metals, donc là c'est un investissement cyclique profond. On est sur le secteur de l'acier spécial. Donc l'idée sur cette entreprise, quand je l'ai entrée en portefeuille, elle décote sur actifs tangibles, elle décote même sur la valeur de ses stocks. Donc pour moi j'ai pas une ligne complète, mais je vais continuer peut-être à arbitrer quelques lignes pour acheter du Jacquet Metals, parce que en fait on n'est pas forcément on est en train de rebondir. En fait il y a un léger rebondissement déjà du prix de l'acier. Les publications d'ArcelorMittal, qui est plutôt dans intégré, et puis c'est surtout de la production d'acier, eh bien montre qu'on n'était pas sur une activité qui continue à se dégrader, donc ça se stabilise.
les deux acteurs de la distribution aux États-Unis, donc deux acteurs qui sont sur le même créneau que Jacquet Metals, mais aux États-Unis, qui sont quand même sur une échelle beaucoup plus grosse. On a Reliance Steel et Ryerson. Les deux, leur publication annuelle qui ont eu lieu en février montre que on est sur quelque chose qui est en train de rebondir, un marché qui est en train de rebondir. Donc le pire est derrière nous pour ce marché-là, pour cette industrie. Donc je table sur une forte reprise du cours de Jacquet Metals, forte reprise qui, je le pense, aurait lieu sur les 12-18 prochains mois, avec un objectif de cours de 25 euros. Si je peux, je renforcerai ma ligne de Jacquet Metals, qui est encore loin de mon objectif de cours. Vicat, donc notre investissement value classique, on va dire, même quand je l'ai pris, c'était presque une cyclique profonde. Alors c'est pas une cyclique profonde, mais on avait une décote sur actifs tangibles en fait, ce qui offrait une superbe marge de sécurité, surtout que Vicat n'a quasiment pas fait de perte sur les 20 dernières années. On est dans le ciment, c'est un marché, c'est une activité qui a un motte naturel de par le poids des matériaux qui est produit. Comme il est très lourd, c'est peu viable de le transporter sur des longues distances, donc ça protège de la concurrence. Quand j'ai investi, l'idée c'était de se dire qu'on était vraiment au bas du cycle et que ensuite ça ne ferait que s'améliorer grâce à la baisse des coûts des intrants, du ciment et du béton, et aussi la baisse des coûts d'énergie. Surtout que le management évoquait le fait que les dépenses en capital allaient diminuer par la suite. Donc l'idée, j'étais sur une entreprise qui a des multiples très très bas à cause des normes ESG. Comme le ciment, ça produit beaucoup de carbone, eh bien les investisseurs ESG n'ont pas le droit d'investir dans Vicat. Et donc l'idée c'était, moi je n'ai pas ces préoccupations-là, donc à multiples constants, on a une très bonne rentabilité, on a vraiment des capitaux investis de 9 à 10% sur Vicat. Donc je jouais en fait la reprise du cours avec une amélioration des multiples qui sont quand même très décotés. On est toujours à 5 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, ce qui est très faible. On s'est traité sur 10 ans, on s'est traité à 10 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc donc moi je mise pas sur un retour à ce niveau de multiple, mais je mise sur une continuation de la revalorisation du multiple, peut-être à 6-7 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. On a eu la publication de Vicat donc en février, excellent record, excellent résultat, avec un record d'EBITDA, donc un EBITDA historique, et un désendettement qui continue tranquillement. On vise une fois la dette nette sur EBITDA en fin 2026 de mémoire. Et donc Vicat, en fait, là où ils sont forts, c'est leur diversification géographique, puisque en Europe, on est sur un marché qui est sinistré, c'est 40% de l'activité de Vicat, et pourtant ils arrivent à avoir un EBITDA record grâce à la forte activité aux États-Unis, donc grâce au plan de relance et d'investissement, la bonne tenue des marges en Inde, qui est un marché qui est très concurrentiel, donc là ils jouent plutôt les marges plus que les volumes. Les excellents résultats aussi en Turquie, en Égypte et au Sénégal. Il y a là-bas les devises ont des problèmes, mais ils arrivent quand même à passer des augmentations de prix et ils ont une forte croissance. Donc ces zones-là, en fait, donc on va dire Méditerranée et Amérique du Nord surtout, ça tire fortement les résultats de Vicat et donc excellente diversification géographique. Par exemple, on a suivi les résultats de notre acteur italien qui est Buzzi, qui lui a publié des résultats moins bons que ceux de l'année précédente parce qu'ils sont mal positionnés géographiquement. Donc là-dessus, Vicat, le management est quand même très costaud. La publication était très positive. Moi, j'ai relevé mon objectif de cours à 55 € sur un horizon 12-18 mois. On passe maintenant à Téléperformance. Alors, on est sur une thèse d'investissement qui est finalement assez simple. Donc, la thèse d'investissement, il y a deux axes. D'abord, le premier axe quantitatif. On est sur une entreprise qui est bradée en termes de valorisation par rapport à son historique. Et pourquoi c'est le cas ? Parce que le marché joue la mort de l'entreprise, puisque c'est une activité qui est censée être remplacée par l'IA. Alors, Téléperformance intègre l'IA dans ses activités, il n'y a pas de secret. Mais, donc, le marché va peut-être trop vite en besogne, et c'est la thèse d'investissement, c'est ce que je joue sur Téléperformance. Donc j'avais allégé en décembre parce que le cours n'en finissait plus de baisser jusqu'à 80, puis ça s'est stabilisé autour de 80 €.
Donc moi j'en avais marre de payer le coût d'opportunité, c'était pour ça que j'étais allé vers Morel et Prom, et ça avait bien payé d'ailleurs. Par la suite, sur janvier-février, j'ai allégé du coup Pernod Ricard pour renforcer sur Teleperformance, qui est maintenant la ligne la plus importante du portefeuille, parce que je l'ai renforcé assez fortement, mais aussi parce que le cours a bien rebondi. On a eu des résultats donc mitigés de Concentrix en janvier. Concentrix, c'est le numéro 2 du secteur. On a eu des résultats corrects de WNS Holding, qui est un acteur indien mais qui est coté aux États-Unis, et de Telos International, qui est un acteur canadien. Bien, leur publication était plutôt rassurante. Donc finalement, dès que c'est rassurant sur un marché qui est en difficulté, les cours des actions se reprennent. Donc les deux ont bien été appréciés par le marché. On a eu la finalisation de l'acquisition de ZP chez Téléperformance, donc là c'est leur une nouvelle activité qui rajoute, donc là c'est plutôt niche, hein, c'est pour les sourds et malentendants, la fourniture de services d'interprétation en temps réel. On a eu aussi, et ça c'est quelque chose que je suis sur Twitter, je publie fréquemment l'évolution des ventes à découvert, donc suivez-moi sur Twitter pour avoir ces infos-là. On est sur des ventes à découvert qui commencent à se racheter, notamment Marshall Wace là, qui commence à alléger ses ventes à découvert. Donc moi je me dis qu'il voit que en fait la thèse de vente à découvert est obsolète et on n'est pas remplacé par l'IA chez Téléperformance. On aura la confirmation de cela potentiellement le 27 février et donc le management devrait moi je le pense en tout cas, devrait confirmer la croissance pro forma de 2 à 4% pour 2024. Dernier point à noter, sur fin février, il y a le PDG de Klarna qui n'en pouvait plus de se la péter avec le fait qu'il allait virer tout son support et tout son Customer Success Management pour le remplacer par l'IA. Eh bien il a reconnu qu'en fait ça ne marche pas et que l'IA ne remplacera pas les humains de sitôt à ces postes-là. Donc voilà. Bizarrement, le jour des annonces, quand le PDG de Klarna disait l'IA va remplacer tout le customer support et le support, le cours d'action de Téléperformance avait dévissé de 15%. Et puis là, étrangement, quand il a publié ce post sur Twitter en disant que ça ne sera pas le cas, l'action de Téléperformance n'a pas bougé. En revanche, ce qui est bon à noter, c'est que sur janvier et surtout février, Téléperformance a quand même bien rebondi. On se trouve à l'heure actuelle autour des 100 €. Donc c'est pas mal. Je vise les 170 € dans un premier temps, un horizon 12-18 mois. On continue avec Ruby. Donc Ruby, c'est la value classique. On est sur un métier ennuyeux, la distribution d'énergie, avec un changement stratégique qui est en train de foirer, c'est-à-dire la production d'énergie renouvelable. Donc moi je suis actionnaire depuis assez longtemps de Ruby. J'ai participé à 2 assemblées générales, celle de 2023 et celle de 2024. En 2023, il y avait un actionnaire de référence, Ronald Saman, qui avait déjà protesté en disant que la stratégie de diversification vers le renouvelable ne marchait pas. Ensuite, en 2024, il s'est fait élire au conseil de surveillance. Il y a eu Bolloré et Patrick Mollis qui ont pris des parts de l'action Ruby, des parts de l'entreprise, pour soi-disant faire seulement un placement financier. Peut-être que ça pour faire une opération capitalistique, ça reste à suivre. Il y a eu une présentation Photosol en fin 2023 où le management a dit, où Saman a accusé le management d'avoir menti lors de la présentation des résultats, notamment sur la partie énergie renouvelable. On a eu un profit warning en fin décembre et on a eu une news dans Bloomberg, une rumeur dans Bloomberg qui disait que Ruby cherchait peut-être à se vendre. Donc sur Ruby, on est d'une part sur une entreprise value bien décotée avec un bon rendement du dividende. Il y a des rachats d'actions d'ailleurs maintenant. Et on est d'autre part sur une situation spéciale où il y a peut-être une OPA, un mouvement capitalistique à jouer. Donc, moi, maintenant plus qu'un quart de la position initiale, j'en avais soldé une bonne partie en plus-value lors de la spéculation de l'Assemblée Générale en 2024. Après l'Assemblée Générale, le cours est retombé puisque Mollis n'a pas réussi à se faire élire au conseil de surveillance. On a eu ensuite, le profit warning a fait baisser le cours de l'action, donc j'ai vendu, on va dire, quasiment à l'équilibre, encore un quart de la position initiale. Et là, il me reste un quart de la position initiale. Ça rebondit un petit peu quand même depuis le début de l'année. Donc Ruby, ça reste intéressant à jouer à ce niveau, je pense, puisque c'est un dossier value et la valorisation reste très basse.
Dernier dossier, IDI. Donc là, c'est plutôt c'est l'autre multibagueur de mon portefeuille. On est sur une entreprise, une holding de private equity. Donc ce sont des experts dans la réalisation d'opérations de fusion-acquisition et de LBO. Ils ont donc l'entreprise a un dividende qui est attractif. Ils ont un bon track record et ils ont fait une opération lucrative, une session assez lucrative récemment. Donc ils ont cédé une entreprise qui s'appelle CDS, qui opère dans le secteur du tourisme de mémoire et qui leur a permis de réaliser un multiple de 6,5 fois en 5 ans. Donc c'est quand même pas mal. Hein. On va dire sur les 6 derniers mois, 6-9 derniers mois, ils sont plutôt passifs, ils font pas trop d'opérations parce qu'à ce moment, le marché français est quand même un peu en difficulté, surtout le non-coté, donc ils sont plutôt prudents et bien c'est tant mieux parce que il vaut mieux conserver son cash, ils peuvent le placer à mon avis quand même à des taux intéressants leur cash, plutôt que de faire des opérations foireuses qui diminuent la rentabilité du portefeuille. Voilà pour la revue du portefeuille. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.